An dieser neue Episode vun dem Podcast Eure Stöppler vum Move Ökologie schwätz mir iwwer Landwirtschaftspolitik. Anwer iwwer Appppes ganz spannendes wat sech op EU-Niveau gedoen huet, war das zu Lützeburg leider noch net gelungen ass. Op EU-Niveau hu sech die verschiedenen Akteuren vun der Landwirtschaft, vun der Umwelt, Verbraucher, zu Gucht Leiit aus dem Kommerz ze Summe gesät, an hunn ze Summen drwer no geduet, wo stimme an der Landwirtschaftspolitik a wat miss geschéien, dats man ze Summe weiterkommen. Also hunn no Diskussionen, Austausch, gemeinsam Lesungen entwickelt. A genau die dote Lesungen kree mir am Podcast do firstalt, dat vum Faustine Bar DVC. Sie huet do d'Umweltorganisationen vertruden, sie ass vum Büro Europäen de l'Environnement, eng europäesschen Umweltverband wo de Mouvement Ökologique Member ass, as ich stell, dats dës een spannende Prozess fir, sowohl wie en Ofgelewers wie och wat inhaltlich dabei herauskom. An da enke et wär so spannend, wann er doch zu Lützeburg kéint geschéien. Och do hummer et dickneidech das mal ze suben diskutieren an Platz iwwer nehmen. Bonjour Faustine. Alors, je crois que ce qui nous passionne en relation avec les démarches du BE et ta présence de Luxembourg, c'est le fait que pour la première fois, j'estime qu'au niveau européen, il y a eu un dialogue concerté entre le milieu des écologistes et le milieu agraire et que vous avez trouvé autant un consensus au niveau de l'analyse de la situation qu'au niveau des instruments. C'est assez faramineux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tel était vraiment le cas? Et comment vous avez su avancer à ce niveau-là? Alors tout à fait, effectivement, non seulement il y a eu un dialogue entre tous les acteurs de la chaîne alimentaire, donc effectivement les agriculteurs, les grands syndicats agricoles, les écologistes, les organisations environnementales, mais aussi les représentants de la chaîne au milieu, par exemple les grands distributeurs, les traders, ceux qui représentaient aussi l'industrie des engrais, etc. Et on s'est tous mis autour de la table à l'initiative de la Commission européenne, donc de la présidente de la Commission européenne, et on a été mandaté pour trouver un accord sur le futur du secteur alimentaire et agricole en Europe. Mais vous étiez forcé à cette démarche ou est-ce que les différents acteurs ont ressenti un besoin de leur perspective? Quelle était la motivation des acteurs de participer? Alors, il faut savoir qu'on était dans un contexte assez tendu, avec une polarisation très forte et une opposition très forte entre agriculture et environnement, ce qui est un non-sens puisque l'agriculture a besoin de ressources naturelles en bonne santé pour pouvoir fonctionner. Mais il y avait donc ces tensions très fortes et il y avait des manifestations un peu partout d'agriculteurs en Europe. Et si les manifestations avaient débuté, et ça je tiens à le dire, c'est vraiment important, non pas pour des raisons environnementales, mais pour une question de revenus, puisque les agriculteurs étaient dans la rue parce qu'ils sont confrontés à des problèmes de revenus. Et effectivement, les agriculteurs sont victimes d'un système qui n'est pas durable et qui les étouffe. Et il y a bon nombre d'agriculteurs qui ont du mal à joindre les deux bouts, si je puis dire, avec leur activité agricole. Et donc, c'était la raison première de leur manifestation. Mais malheureusement, ça a été un peu instrumentalisé et ça s'est retourné contre l'environnement, contre la législation environnementale. Et donc, on a vu une grande polarisation. Et donc, c'est dans ce contexte-là que la présidente de la Commission européenne a décidé de mettre tout le monde autour de la table et nous a demandé de trouver un accord. Et j'ai eu l'honneur ou la chance, j'en sais rien, ou le privilège de faire partie de cette discussion, de ce dialogue, de cette aventure. Et je dois dire que, sincèrement, au début, je ne pensais pas qu'on allait aboutir à quelque chose. Vu la tension qu'il y avait, vu le contexte et vu les acteurs autour de la table, qui en général, dans les débats dans lesquels je participe, ne font que à faire des affirmations, et enfin, chacun de son côté, finalement, sans jamais essayer de trouver un consensus. Et là, c'était différent. Au bout de 8 mois à travailler ensemble,
Oui, moi, c'est pas lent pour cet C'est effet. Mais il y c'est a pas long. beaucoup de réunions, non? Il y a eu énormément de réunions, presque une centaine de réunions, donc Une c'est pas centaine de réunions? oui, parce qu'il y a eu des plénières, mais entre 2, il y avait beaucoup de réunions, des groupes de travail et cetera. Et puis ce qui importait aussi et parce que moi je trouve aussi que c'était une aventure humaine parce qu'au final on est aussi tous des humains et alors on a tous évidemment on représente nos organisations, mais on reste aussi, des humains et il y avait tous ces moments, hors réunion qui étaient pas officiels, les dîners, ou même les pauses et où finalement, eh bien on se découvrait en tant que personne et c'était beaucoup plus facile aussi ensuite de se mettre d'accord sur certaines choses. OK, ça c'est ton point de vue, c'est ce que tu représentes, et ben voilà ce que je représente, mais si on trouvait un accord. Évidemment aussi, ce qui était très important dans ce dialogue, c'est qu'il y avait la participation de scientifiques, parce Mmh. que, c'est pas qu'une question de point de vue, c'est aussi une question de faits scientifiques. Quel est le problème? Et on ne débat pas des faits, en revanche, on débat des solutions et ça, pour nous, c'était essentiel et c'était aussi la condition sine qua non, à ma participation. Et puis il y avait une volonté quand même de tous les acteurs autour de la table de trouver un Mais consensus. l'intérêt de notre secteur, je le comprends très bien parce que nous, on veut un changement de la structure agraire actuelle. Mais quel était l'intérêt du monde agraire d'y participer? Parce que, comme tu l'as dit, il y avait beaucoup de manifestations, il y avait des milliers d'agriculteurs qui se sont montrés sur les rues et en fait, la politique avait quand même une très grande oreille pour, parer à leurs revendications. Ils avaient la main forte, pour le dire. Quel était l'intérêt du monde agraire d'y participer? Bah, parce qu'on était aussi à un moment charnière, on était peu de temps, ça c'est la réalité politique, mais on était, finalement, 7 mois avant les élections européennes. Avec, un futur, incertain évidemment. Après les élections européennes, on ne savait pas trop, où on allait aller et il y avait vraiment un engagement de la part de la présidente de la commission de prendre en compte OK. les résultats si elle était réélue. Donc évidemment, elle, il y avait aussi un enjeu politique, à son projet. Mais du coup, il y a, le secteur agricole, ou du moins les syndicats les représentants des syndicats majoritaires, qui ont participé, ont pris conscience de l'importance de l'exercice et Si on et donc referait le dialogue maintenant? peut-être que ce serait différent, parce qu'on là, on était vraiment dans un moment charnière avant des élections européennes et maintenant on est post, élection et les ingrédients ne seraient pas les mêmes et du coup, je ne sais pas si, Mais est-ce que, avant d'entrer dans les détails, ce que vous avez retenu, est-ce que tu crois, que les acteurs qui ont participé en dialogue, ont tellement soutenu les conclusions qu'il serait encore pour le moment des acteurs s'engageant pour la mise en œuvre de cette stratégie? Avant d'entamer ce que vous avez décidé, mais seulement alors, il y a aussi un point qui est important dans ce dialogue, c'est que, on a été appelés en tant que alors évidemment, on représentait tous des organisations, mais on était là à titre individuel, un titre personnel et c'était évidemment une façon aussi de la part de la présidente de la Commission européenne, hem bah, alors, elle était pas sûre qu'il allait avoir un consensus, mais en tout cas de favoriser le consensus. Parce que évidemment, des organisations, comme, Copa-Cogeca qui ont énormément de membres, c'est c'est qui, pour nous écoute, alors Copa-Cogeca, c'est, la fédération, enfin c'est la fédération des syndicats majoritaires, agricoles au niveau européen. Et du coup, évidemment, ils ont un peu toujours, ce problème de représenter le plus petit dénominateur commun en termes de position et donc bien souvent, pousser pour le statu quo parce qu'en interne, bah, ils ne trouvent pas forcément, des accords et cetera. Et là, c'était la présidente de Copa et aussi le président de Cogeca, donc les coopératives, qui siégeaient. Alors, sur le papier, ils siégeaient à titre personnel, mais dans les faits, évidemment, ils vérifiaient toujours avec leurs membres. Enfin, il n'y avait pas de moment où parce qu'ils n'auraient pas eu de mandat, pour le faire. Mais peut-être que, ça a joué. Maintenant, en fait, au début, les positions étaient très tranchées et comme je l'ai dit, moi je ne pensais pas qu'on allait aboutir à quelque chose et c'est cette expérience aussi humaine
Évidemment aidé par les scientifiques aussi. On a eu des symposiums, on a eu, des présentations qui ont été faites par les scientifiques qui étaient dans la salle. Il y en avait 2 mais dans le groupe, mais aussi à l'extérieur. On a invité des scientifiques de l'extérieur, une matinée pour enrichir, nos discussions et nos débats. C Tout ça a aidé à obtenir un consensus et voilà, le fait que, ben, finalement, on était aussi des Alors, quel était le consensus? oui. Alors, Alors, 4 points clés du consensus. alors déjà, en soi, le fait qu'il y ait un consensus, je le dis et je le répète, c'est quand même historique. Parce que, Ja, on n'a jamais vu ça, avec des acteurs et peu importe le contexte, le moment et cetera, avec des acteurs qui en général, il y OK. a de positions très tranchées, très différentes, ça c'est déjà ça. 1er point, super que le consensus ait eu lieu. Historique. Deuxième point, et ça c'est très fort aussi et ça apparaît dans le rapport tout de suite, c'est que, le statu quo n'est pas une option. Time for change is now. C'était unanime. C'était unanime et j'étais dans la salle et je tiens à le dire et chaque mot compte parce que c'est un rapport Ouais, qui a 200 pages quand même quasiment, ja. mais on a validé chaque mot. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps, qu'il y a eu autant de réunions et cetera. On est resté jusqu'à minuit. Et on aurait des difficultés à trouver des représentants de notre part pour ce processus. C'est-à-dire, il y a le cons si tu déterminerais le consensus du constat dans 5 mots pour, Eh bien, il y a une reconnaissance de la triple crise planétaire, pollution, climat, dégradation de la biodiversité et que, finalement, l'agriculture est victime et en même temps contribue à cette triple crise. c'est-à-dire la contribution de l'agriculture à la problématique, elle a été reconnue Elle a par été reconnue, elle a été reconnue. Elle est reconnue dans le mais tout comme, bah, finalement, également, elle en souffre. Enfin, évidemment, les agriculteurs sont les premiers aussi à être victimes, du réchauffement, enfin, du changement climatique. Donc ça fait partie aussi du constat. Après, il y a d'autres choses qui sont extrêmement, intéressantes, surtout, encore une fois, donc vu les acteurs autour de la table et cetera, qu'on retrouve dans le dialogue, c'est que c'est pas que l'agriculture et c'est là aussi et c'est ça aussi qui était important, c'est qu'on ne peut pas résoudre le problème, heu, la thématique agricole, si on ne regarde pas le système alimentaire dans son intégralité. On va pas résoudre le problème de la politique agricole si on ne traite pas du problème de non-durabilité, on va dire, du système alimentaire. Puisque finalement, la politique, c'est un symptôme d'un système qui est malade. et tu as dit qu'il y avait aussi les interfaces, les industries qui étaient présentes. Je dis maintenant, mais est-ce qu'ils voient aussi le problème, du système alimentaire? Parce qu'en Oui. fait, Il y avait eux, ils ce sont les entre guillemets «les profiteurs», non? il y avait les distributeurs, il y avait Eurocommerce, mais il y avait aussi Food Drink Europe, donc Alors quel était leur intérêt? eh bien, Et leur point de bah, con leur et point de le consensus? bah, parce qu'ils sont quand même assez conscients, des défis Ouais, d'aujourd'hui OK. et ils savent très bien que la compétitivité, elle va pas, enfin, il y a pas de compétitivité dans un monde qui n'est plus habitable donc là-dessus, ils sont relativement, Il y avait les lucides. distributeurs, mais pas les producteurs comme, de pesticides et cetera. Il y avait surtout les distributeurs parce que Et j'ai il y avait producteurs d'engrais et il y avait Europa Bio, mais c'est vrai qu'il y avait pas, Syngenta ou donc les représentants enfin les fabricants de pesticides. OK. Et alors l'autre résultat qui est extrêmement intéressant, c'est justement et en sachant qu'on avait des Food Drink Europe et cetera autour de la table, c'est que, le choix par défaut doit être un choix, alimentaire sain et durable. Et en particulier, la question de la consommation, la surconsommation de protéines animales était sur la table et dans le rapport. On reconnaît que, il y a une surconsommation en Europe et qu'il y a une tendance au changement et que l'Europe alors évidemment chaque mot compte, hein, donc on a mis du temps à trouver la ville de Saz, là c'est un sujet très sensible, mais en tout cas il y a une reconnaissance de cette vérité scientifique et encore une fois le fait qu'il y avait des scientifiques autour de la table, l'université de Wageningen aux Pays-Bas qui était là, c'est un vrai prof. Enfin, il y a un consensus scientifique, donc on ne va pas le réouvrir ici en tant que partie prenante, ça n'avait aucun sens. Donc le consensus scientifique est reconnu
dans le dialogue et la nécessité d'accompagner une transition des régimes alimentaires vers des régimes alimentaires plus sains et durables et donc moins riches en protéines animales. Il y a, il y a seulement les grandes cibles ou comment on va, les voies qu'on doit prendre qui ont été dans ce consensus, mais il n'y avait pas des mesures concrètes pour les différents acteurs qui étaient. Alors, évidemment, le dialogue trace la voie et après, tout ce qui est ce qu'on appelle, nous, l'opérationnalisation, on va dire, des recommandations, c'est ce qui vient après. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Commission a déjà fait le premier pas, il y a aussi une autre recommandation dans le dialogue qui est d'établir finalement un espace pour un dialogue permanent. Donc, ce qui s'appelle EBAF, donc le European Board for Agriculture and Food. Et ça, c'est une recommandation qui a été prise en compte par la présidente de la commission et par le commissaire à l'agriculture, étant donné que ça a été mis en place et que nous avons déjà eu notre première réunion. Et la prochaine réunion est fixée au 19 mai. Est-ce que l'EBAF est quand même consulté maintenant par la commission pour la nouvelle vision de Alors, c'est là où... Alors, pour dire, il y a le nouveau commissaire, Monsieur Hansen. Oui. Il a publié une nouvelle vision pour l'agriculture. Ça. Et la question de Claire Wolf est si lui, sa vision se base sur votre stratégie ou si si vous êtes maintenant un organe consultatif du commissaire. Alors, effectivement, à la base, l'engagement, en tout cas de la présidente de la Commission européenne, c'était que les recommandations dans le consensus devaient inspirer la vision de la Commission. Malheureusement, on voit quand même des disparités entre la vision qui a été mise sur la table en février dernier par la Commission, par le nouveau commissaire à l'agriculture, et ce qui est dans les recommandations. C'est beaucoup moins... je dirais même pas ce que c'était ambitieux. Ce qu'il y avait dans le consensus, c'était nécessaire. Il y a eu un état des lieux qui a été fait et les mesures et les grandes orientations étaient là et c'est beaucoup plus timide. Quelles sont les différences fondamentales? Les différences fondamentales, c'est que, par exemple, sur la question des régimes alimentaires, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien sur la consommation. Et là, c'est très problématique parce que... Et c'est dommage parce que... et c'est ce qu'on dit... C'était aussi, ça faisait partie un peu des conclusions qu'on tirait dans le dialogue. C'est que si on ne se concentre que sur la production, c'est aussi profondément injuste parce qu'on attend à ce que ce soit que les agriculteurs qui règlent un problème dont ils ne sont pas responsables seulement. C'est le système alimentaire et tous les acteurs de la chaîne alimentaire, y compris les consommateurs évidemment, qui doivent changer. Après, les consommateurs, il y a énormément de facteurs qui jouent sur la consommation, ce qu'on appelle l'environnement alimentaire. Donc, c'est évidemment des facteurs économiques, mais aussi sociaux, culturels, la proximité aussi de certains endroits où se fournir de fruits et légumes frais, etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'environnement alimentaire. Et donc, on a aussi reconnu dans le dialogue qu'il ne faut pas culpabiliser les consommateurs et dire c'est aux consommateurs de faire des meilleurs choix, etc. On reconnaît dans le dialogue que ces choix sont finalement influencés par des politiques, du marketing, des éléments socio-culturels, etc., économiques. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut mettre les efforts. Comment l'Union européenne pourrait alors soutenir cette réforme du système alimentaire en produisant moins de protéines provenant des animaux? Ça, c'est aussi un autre point dans le dialogue, c'est la transition. Et là-dessus, on est vraiment, et on s'est tous mis d'accord, c'est que évidemment, il faut parler en termes de transition. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. On est face à quels instruments pour la transition ont été discutés? Il y a des instruments économiques, évidemment. Il faut savoir qu'il y avait aussi la Banque européenne d'investissement qui était autour de la table, en tant qu'acteur aussi du dialogue. Mais il y a un instrument spécifique. Dis quelques instruments très concrets, s'il vous plaît. Je crois que c'est un... pour les gens qui... Alors, il y a évidemment la politique. Il y a la politique agricole commune qui est une politique qui représente plus de 30% du budget de l'Union européenne. C'est à peu près 55 milliards d'euros par an. Et clairement, aujourd'hui, elle n'est pas utilisée pour la transition et c'est un instrument qu'on peut utiliser pour la transition.
Et donc, c'est des mesures dans la politique agricole commune multi-annuelle qui peuvent aider les agriculteurs à... Et il y a aussi un fonds, et dans le dialogue, à côté de la politique agricole commune, on parle d'un fonds temporaire d'aide à la transition. Et donc, c'est du conseil. C'est pas que de l'argent, c'est du conseil, évidemment. Donc, faire un constat, voilà les problèmes, et voilà où on va avec un plan multi-annuel à l'échelle de l'exploitation et vraiment aider à une transition avec un objectif et des aides qui s'arrêtent à partir du moment où l'objectif Quels seraient les fait un pas les plus importants pour... Alors, oui, Et après, si toi, tu étais commissaire à l'agriculture au niveau européen ou un ministre de l'agriculture dans un pays, quelles 5 mesures concrètes tu prendrais pour soutenir les acteurs dans cette transition? Des instruments concrets qui permettraient de... Alors, il y en a plusieurs, mais des instruments concrets. Donc, évidemment, il y a les instruments économiques. Après, il y a aussi le volet consommation et comment influencer la Mais quel consommation. instrument économique, par exemple, quel instrument économique concret? Je crois que Ben, c'était aussi récompenser les services écosystémiques. mais ça, c'est dans la Euh, PAC. c'est dans la PAC, mais c'est pas encore fait au Non, niveau alors des subsides effectivement, versés aux agriculteurs. du coup, ce qu'on préconise dans le dialogue, dans le changement de la politique agricole commune, c'est 2 choses. C'est la première chose, c'est que la politique agricole commune, qui est censée être une politique socio-économique, euh, soit vraiment une politique socio-économique. Parce qu'aujourd'hui, on dit que c'est une politique d'aide aux revenus, sauf que si on regarde, elle enrichit les plus riches et c'était ce qui avait mené les agriculteurs dans la rue finalement. Ceux qui ont des problèmes de revenus ont la tête plus ou moins tout juste hors de l'eau, et c'est pas la PAC qui les aide vraiment, elle les aide juste à maintenir la tête à peu près hors de l'eau. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'il faut cibler les aides vers ceux qui en ont vraiment besoin. Et là, concrètement, on n'a pas été jusqu'aux critères de ciblage parce que là, vous pouvez imaginer qu'il y avait besoin de plus de discussions. Est-ce que on regarde les revenus du ménage? Est-ce qu'on a quel est le seuil, etc. Comme les politiques finalement d'aide aux revenus dans d'autres secteurs, dans les différents États de l'Union européenne. On a des exemples dont on pourrait s'inspirer. On a ébauché un peu, enfin, on a fait l'ébauche de quelques idées, mais en tout cas, le principe, c'est de cibler les aides pour ceux qui en ont vraiment besoin et de sortir de cette ineptie d'aide à l'hectare et finalement les plus gros qui bénéficient le plus d'aide. Et effectivement, l'autre volet, c'est les Si tu peux expliquer, parce que je crois que pas tout un chacun sait qu'il y a des aides à l'acteur. Est-ce que tu peux expliquer dans 2 phrases le principe où il faut un changement de paradigme, je dirais? Alors aujourd'hui, on est encore dans une politique désuète finalement, il y a à peu près 70% des aides de la PAC qui sont distribuées à l'hectare. Et donc, ce sont des hectares qui sont éligibles au paiement. Et en gros, enfin, c'est mathématique, c'est-à-dire qu'au plus on a d'hectares éligibles, eh ben, au plus on a de paiement de la PAC. Et donc, alors que c'est censé être une politique d'aide aux revenus, finalement, c'est l'inverse. Et peut-être un truc aussi qu'on a débattu dans le dialogue, mais moi qui m'a complètement choquée, c'est qu'il faut savoir aussi qu'en plus, ces aides à l'hectare contribuent à l'augmentation de prix de la terre, puisque en fait, les aides à l'hectare sont capitalisées dans le prix de la terre. Et il y a 25% des aides des aides directes, des aides à l'hectare, qui sont capitalisées dans le prix de la terre agricole et du coup qui artificiellement augmentent le prix de la terre. Et donc aujourd'hui, on a un vrai problème d'entrée dans la profession avec des jeunes qui ne rentrent. Enfin, en fait, on a un vieillissement de la population agricole et c'est partout pareil. La même chose, oui. Et c'est en partie dû à ce problème de coût de la terre qui est finalement augmenté artificiellement avec la politique. Monsieur Hansen a retenu cette idée de le nouveau commissaire c'est une proposition très importante que nous, en tant que mouvement écologique, on l'articule aussi depuis des années, qu'on doit faire un retour
de ne plus favoriser la production par hectare. Est-ce que M. Hansen le soutient dans sa nouvelle stratégie Alors, ou dans la vision, ça va pas aussi loin que les recommandations du dialogue. On parle de cible, c'est très timide. C'est-à-dire que les éléments concrets qu'on avait pu mettre dans le dialogue ne se retrouvent pas dans la vision. Il y a une orientation et je soupçonne que de la part de la Commission européenne, c'est aussi pour anticiper, parce qu'il faut savoir que ces aides à l'hectare, non seulement d'un point de vue socio-économique, ça n'a aucun sens, mais si d'aventure l'Ukraine vient à rentrer dans l'Union européenne, étant donné la surface agricole, on s'imagine bien que c'est l'Ukraine qui aura une grande partie du gâteau de la PAC. Et évidemment, certains pays ne sont pas tout à fait d'accord avec ça. Et donc, ils pensent à revoir ce système de toute façon aussi pour cette raison-là. Et alors il faut dire que si on parle grandeur de pays, notre pays n'est pas tellement bien placé, hein. c'est vrai. Non, mais ça changerait peut-être quand même les exploitations qui sont soutenues par ces paiements. Donc, pour nos écouteurs, donc, ces paiements par hectare sont vraiment les subsides les plus grands, C'est les 70% plus importants. du budget. Et donc, maintenant, le changement dont on parle, ce serait par exemple qu'un maraîcher qui a seulement un hectare, où il passe ou la plupart de son temps sur cet hectare, il devrait être récompensé relativement aux heures qu'il travaille sur cet hectare et pas seulement sur un hectare. Donc là, ils devraient être récompensés, oui, selon les besoins et pas selon la taille. Pour la prestation qu'ils font et non pas Exactement. pour la Ok. surface. Ouais. Si, ce serait super pour certains gens s'il occupe un grand bureau, qu'il ait plus de salaire parce qu'il occupe un grand bureau. Voilà. Alors, effectivement. Et il y a parce qu'il y a deux choses. Il y a l'aide aux revenus, effectivement, et quels sont les critères, donc qui en a le plus besoin. Et puis ensuite, il y a aussi rémunérer les services apportés à la société, les services qu'on dit écosystémiques. Donc, voilà, le maintien de la biodiversité, d'une eau propre, de la biodiversité des sols, etc. Et ça aussi, ça fait partie des recommandations du dialogue, parce qu'aujourd'hui, on a des paiements environnementaux, mais qui ne sont pas forcément liés à des résultats. Et donc, évidemment, il y a toujours cette question de oui, mais bon, si on a mis tous les moyens en place, on n'a pas obtenu les résultats, c'est pas juste de pas. On peut toujours trouver des façons de combler ces éventualités-là, mais l'idée étant de vraiment rémunérer, utilisant l'argent public pour les biens publics. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on parle d'argent public. Et comment ça était là? Était-elle reprise par le nouveau commissaire? Ben là aussi, c'était beaucoup plus flou dans la vision. Et comment tu t'expliques alors ce volte-face, disons, dans un certain degré? Parce que, comme tu l'as dit, c'est un moment historique que les différents acteurs se sont mis d'accord quelques mois avant les élections européennes pour une réforme. Comme tu as dit, le status quo n'est pas une solution. C'était ça votre déclaration primordiale qui a retenu toute notre attention. Et que maintenant, les nouveaux commissaires qu'on connaît, qui quand même est quelqu'un qui s'intéresse hautement à la thématique, il fasse un volte-face est peut-être trop, dans un certain niveau, oui. Quelle est votre analyse? Pourquoi le nouveau commissaire n'a pas pu suivre les recommandations qui ont été élaborées pendant 100 réunions et dans un consensus entre presque tous les acteurs, disons? Quelle peut être la motivation? Alors, il y en a certainement plusieurs. C'est une excellente question. Ce qui est clair, c'est que dans la première réunion de l'EBAF, justement, ce qui est la suite donnée au dialogue, la majorité et la grande majorité des personnes autour de la table ont répété, et c'était la veille de la publication de la vision, on ne l'avait pas vue, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans, qu'il fallait qu'elle s'inspire de manière fidèle des recommandations du consensus, que ce travail n'avait pas été fait pour rien et que c'était historique et qu'il fallait s'en saisir. OK. Malheureusement, effectivement, on a, pour la plupart d'entre nous, mais Food Drink Europe aussi, Eurocommerce, ont été déçus par la vision. Copa-Cogeca, peut-être un peu moins. Alors, il y a deux choses. Il faut savoir que malheureusement, il y a eu un changement de présidence Copa-Cogeca
La présidente qui a participé au dialogue n'est plus présidente de COPA. C'est un nouveau président. Donc, il y a eu des nouvelles élections, etc. Donc, C'est-à-dire, parfois, des stratégies des grandes organisations dépendent aussi de la gouvernance d'une personne. dans le cas du dialogue, je pense que ça a joué. Je pense que ça a joué. C'est le point fort, que ce soit des personnalités qui étaient dans la Oui. structure et c'est peut-être aussi Et c'est le point risque, faible, le point faible. le point faible, Le point faible, ouais. effectivement. Ah. Donc, il y a ça. Et puis, il y a eu les élections européennes. Et il faut savoir que le parti du commissaire à l'agriculture, le PPE, le parti des conservateurs, est très fort au Parlement européen, a une majorité. Et met une grosse pression sur la Commission européenne. Et donc, j'imagine qu'il y a eu aussi une pression politique de la part de son groupe politique provenant du Parlement européen pour que la vision ne soit pas trop ambitieuse. Maintenant, ça ne veut pas dire, et j'essaie de garder espoir parce que vraiment, enfin, ce consensus, comme je le dis et je le répète, j'y croyais pas et ça a été quand même une grande surprise. On était vraiment, enfin voilà, il y a de l'espoir, c'est possible. Est-ce que c'est pas aussi une stratégie de pas trop de pas paraître trop ambitieux dès le début pour ensuite, parce que bon, il y a tout le mandat qui arrive. Là, on est en début de mandat, on n'est pas en fin de mandat. Donc, il faut voir quel sera le rôle des BAF. Est-ce que vraiment, Les BAF? EBAF, donc la continuité du dialogue, donc le European Ok. Board for Agriculture and Food, est-ce que ce sera est-ce qu'on va vraiment écouter les recommandations et parce que nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on veut opérationnaliser les recommandations qu'il y a dans le dialogue et c'est ce qu'on attend aussi de la Commission et des décideurs aujourd'hui. Est-ce que ça va vraiment être pris en compte? Est-ce qu'il y aura un vrai rôle important? On l'espère. On verra lors de la prochaine réunion et Comment a été la voir. première réunion là? Bah, Pour poser une question très rationnelle, est-ce que vous avez mangé de la viande en intérim ou alors moi, personnellement, non. Mais lors de la réunion, lorsqu'il y avait des agapes pendant le dialogue, et, pendant les dîners, oui, il y avait de la viande, mais il y avait aussi des options végétariennes et des options végétaliennes. Et je dois dire parfait. sincèrement que, alors parce qu'on allait dans un restaurant parfois et parfois c'était servi, surtout les derniers jours où, on bossait jusqu'à minuit, dans le Berlaymont, dans le bâtiment principal de la Commission européenne, il y avait donc ces sandwichs-là, c'était la première fois que je voyais des sandwichs végétaliens au sein de la Commission européenne. Donc il y a eu vraiment, un effort aussi de la part de la Commission, ouais. Et votre première réunion, tu as dit qu'il y avait déjà une première réunion maintenant, après les élections européennes où vous discutiez de la suite du dossier. Elle était comment? Elle était dans une atmosphère constructive? Je crois que pour finaliser, finir un petit avec le podcast, est-ce que tu as un bon sentiment pour l'avancement du dossier? Est-ce que tu es plutôt frustré, optimiste, sceptique ou un mix de tout? Comment vous continuez? De la part des membres, vu qu'on retrouve quand même la plupart des acteurs qui étaient dans le dialogue avec quelques petites différences, certains acteurs qui n'y étaient pas, qui sont rentrés, notamment, qui représentent la santé et ça, c'est important. On est très content que les, représentants de la santé publique, soient aussi dans le dialogue, ça manquait. Hem, la volonté était là des acteurs. Maintenant, voilà, la publication de la vision nous a un peu refroidis et puis, ce qu'on entend sur, on va pas ouvrir un nouveau dossier, mais sur la réforme là express de la politique agricole commune, la simplification et cetera, ça nous inquiète un peu mais en tout cas, dans le groupe d'acteurs, il y a une volonté Mmh. encore, Mmh. qui est encore là. Il y a encore une étincelle de continuer à travailler ensemble, de trouver maintenant vraiment oui, de discuter des détails et on sait que ça va être difficile, hein, parce que c'est plus facile de se mettre d'accord sur les orientations que sur les détails, même s'il y a il y avait quand même un certain niveau de détail dans le consensus, hein. C'est pas que, des grandes lignes et cetera, hein. C'est quand même 200 pages presque, ou 100, non pas 200, mais 100, un peu plus de 100 pages. Donc il y a encore une volonté qui est là, mais on attend vraiment aussi qu'il y ait un soutien politique et que ce soit vraiment repris parce que c'est une chance inespérée aujourd'hui Mmh. dans un contexte, où, la polarisation revient et on sait très bien, pourquoi, elle est poussée. C'est pour maintenir le statu quo puisque quand on fiche comme ça, quand on polarise et bien la solution c'est de pas bouger finalement.
Eh bien, j'espère vraiment que ceux qui sont tout à fait conscients, et j'imagine que c'est le cas du commissaire à l'agriculture, que il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de compétitivité si on n'a pas des ressources naturelles en bonne santé, et bien qu'il se saisira de ce consensus historique pour la suite. C'est un D'accord, oui. bon C'est une bonne une bonne conclusion. conclusion qui donne aussi un peu d'espoir qu'un consensus comme cela est possible. Je crois pour moi, c'est... Ouais. D'accord. Merci à vous, Merci. Style Bas des Fossés, et jusqu'à la prochaine fois. Allez.